Bonjour à tous, Polygone vous souhaite la bienvenue dans la 3e conférence de notre colloque sur les mémoires, intitulée Le génocide des Tutsis, le travail mémoriel autour de la responsabilité de la France. Nous accueillons aujourd'hui deux spécialistes du génocide, M. Marcel Kabanda et M. Vincent Duclerc. M. Kabanda, vous êtes historien ainsi que président de l'association Ibuka, chargée de représenter les victimes du génocide rwandais et également co-auteur du livre Rwanda, les médias du génocide aux éditions Cartala. M. Duclerc, vous êtes également historien. Et en 2019, vous avez été nommé à la tête d'une commission de spécialistes chargée d'analyser le rôle de la France durant le génocide des Tutsis. Alors bonjour à tous. Pour rappeler un peu le contexte dans lequel s'est déroulé le génocide, il faut revenir quelques décennies en arrière. Donc tout d'abord, le maillage clanique traditionnel du Rwanda a été gommé au profit d'une répartition ethnique et inégalitaire de la société à l'arrivée des colonisateurs allemands en 1892, puis belges à partir du traité de Versailles de 1919. La répartition ethnique est alors par nature conflictuelle dans la mesure où les Tutsis, qui sont minoritaires, sont détenteurs de certains privilèges privés aux Hutus, qui sont eux majoritaires. Enfin, il existe quand même une troisième ethnie qui est celle des Twa. Au lendemain de son indépendance, le 1er juillet 1962, le Rwanda fait face à un premier massacre jusqu'en 1967, avec près de 20 000 Tutsis qui sont tués. Cette hiérarchisation de la société rwandaise, elle est basée sur une logique ethnique qui persévère avec du coup une logique revancharde des Hutus qui sont politiquement persécutés mais qui sont désormais au pouvoir. Au début des années 90, le Front patriotique rwandais, donc le FPR, qui est un groupe politique Tutsi dirigé par Paul Kagame, menace la stabilité du régime de Kigali, alors dirigé par le président Hutu, Juvenal Habyarimana, qui lui s'appuyait sur les forces d'armée régulières. Ces violences vont mener à la signature des accords d'Arusha, le 4 août 1993, au sein duquel figurera une obligation de répartition ethnique plus équitable. Cependant, ce sera quand même le 6 avril 1994 que le président rwandais Juvenal Habyarimana ainsi que le président burundais mourront à la suite d'un tir de missile sur leur avion. Cette date va marquer le début d'une escalade des tensions menant à un génocide qui prendra fin le 18 juillet 1994 avec un cessez-le-feu du FPR et son contrôle quasi total du territoire rwandais. Ce génocide, il va se solder par entre 800 000 et 1 million de Rwandais massacrés, majoritairement des Tutsis, sur une période de 3 mois. La particularité de ce génocide, c'est d'abord sa cruauté et la vitesse à laquelle il s'est déroulé, puisqu'il s'agissait souvent de massacres à la machette dans des villages entiers. Encore aujourd'hui, l'enjeu mémoriel de ce génocide reste sensible. Monsieur Duclerc, en 2019, le président de la République, Emmanuel Macron, dans la dynamique d'une politique mémorielle avec le Rwanda, vous nomme à la présidence d'une commission chargée d'élaborer un rapport sur le rôle et l'engagement de la France au Rwanda. Ce rapport, donc, il sera transmis au président de la République le 26 mars 2021, dans lequel vous pointez des responsabilités lourdes et accablantes de l'État français. Et du coup, ça m'amène à une première question à propos justement de ce rapport. Vous mettez en lumière la responsabilité de l'État français dans le génocide, tout en écartant la notion de complicité. Et cette distinction, elle est vraiment fondamentale. Et du coup, c'est un peu ça la première question. Pourquoi avoir écarté ce terme de complicité? Est-ce que c'est parce que ça relève de la compétence judiciaire ou est-ce que c'est simplement lié à un manque d'éléments concrets qui permettent d'établir un lien de complicité? Je vais me mettre debout parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être dans des sièges baquets de Formule 1. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, donc là, j'ai apporté à l'association donc un exemplaire papier du rapport qui fait 1200 pages. Enfin, il y a quand même 250 pages de notes, parce que dès qu'on fait un travail historique, il faut sourcer, bien sûr. Mais il faut savoir que ce rapport, il est absolument public. Vous avez le site Vie publique, où il y a beaucoup de choses, du reste. Et là, vous avez le rapport, d'autres éléments, et vous avez aussi la traduction en anglais. On a assuré une traduction en anglais. Donc tout ça, effectivement, est pour ce qu'on appelle le public. Le public, c'est effectivement, bien sûr, les Français, mais aussi donc les Rwandais, le monde, en fait. Et je voudrais dire d'emblée que nous, on a abouti effectivement à une compréhension, au fond, de l'engagement de la France au Rwanda à partir de 1990, c'est-à-dire le moment où le président Mitterrand décide par lui-même, sans du reste consulter son Premier ministre, qui était Michel Rocard. Donc déjà, il y a une entorse assez claire dans la Constitution. Donc d'envoyer des forces de combat extrêmement puissantes au Rwanda pour repousser une attaque de ce que Ulysse a mentionné, le Front patriotique rwandais, il ne faudrait pas le qualifier de Tutsi. Le Front patriotique rwandais
c'est une organisation d'opposition extérieure, hein, où il y a effectivement un certain nombre de Tutsis exilés, parce que les Tutsis exilés ont dû fuir les massacres qui commencent en 1959. Là, je m'appuie sur les travaux de Marcel Cabanda, hein, ce qu'on appelle la Toussaint rouge. Mais il y a aussi des opposants à Abiyarimana, c'est-à-dire l'homme fort du régime qui a fait un coup d'État en 1973, qui est un dictateur raciste, corrompu et très violent. C'est ce qu'on a exposé et que d'autres ont bien sûr exposé. Donc, cet engagement de la France au Rwanda à partir de 1990, en fait, va soutenir un régime qui, en fait, prépare un génocide et qui le prépare de longue date. Bon. Donc, on a vraiment affaire à un génocide. C'est pas des massacres interethniques, hein, comme François Mitterrand le dira au sommet de Biarritz le 8 novembre 1994. Hein. Donc, on est véritablement un génocide préparé par un régime totalitaire. Hein. Le grand chercheur Jean-Pierre Chrétien, avec qui Marcel Cabanda a travaillé, a continué à travailler, a publié tout de suite après le début du génocide un article retentissant que vous pouvez trouver dans Libération, évoquant, démontrant qu'il y a un nazisme africain. Oui, au fond, pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait un régime nazi. Il y a l'équivalent du régime nazi, c'est le régime Abiyarimana. Et la France, en fait, soutient ce régime, non pas parce que la France, les autorités françaises, je précise, et essentiellement le président Mitterrand et ses états-majors, non pas parce que la France veut la mort des Tutsis, c'est pour ça que nous avons justement écarté la thèse de la complicité, mais nous l'avons écartée de quelle manière ? D'abord, on n'est pas intervenu comme juriste, ça c'est important, on est intervenu comme historien, et on a agi sur deux raisons. Premièrement, dans les archives que nous avons consultées, et on a eu accès à toutes les archives publiques françaises, du moins celles qui ont été préservées, il y en a qui ont été détruites, et celles qui sont accessibles. Mais on a eu, notamment de la part de l'exécutif, ce qu'on appelle une autorisation, une habilitation au secret défense, ce qui est très important parce qu'on a vu toutes les archives, y compris les fameuses archives dites classifiées, celles de la DGSE par exemple, le fameux bureau des légendes. Et on a constaté du reste que la DGSE avait compris tout de suite et avait tenté d'alerter. Donc, en fait, nous avons constaté que dans toutes les archives que nous avons consultées, aucune archive n'indique que les autorités françaises veulent la mort des Tutsis, veulent s'associer à l'entreprise criminelle d'Abiyarimana et de son régime. En revanche, on voit très bien comment est-ce que la France soutient Abiyarimana sans comprendre ou sans vouloir comprendre ou sans... Voilà, là c'est compliqué, il faut qu'on continue les recherches. A soutenu ce régime. Vous voyez ? Donc, il y a un écart entre soutenir un régime sans comprendre véritablement que ce régime prépare un génocide, alors même qu'il y a beaucoup d'alertes, et s'associer à l'entreprise criminelle. C'est la distinction avec la Shoah. Le président Chirac, en 1995, a reconnu la complicité de la France dans la Shoah. Donc, vous voyez là quand même la différence. Mais nous, on est modeste. On a dit il n'y a pas de complicité parce qu'aucune archive ne prouve que la France, que les autorités françaises veulent s'associer à l'entreprise criminelle. Mais pour avoir soutenu jusqu'à la fin, y compris pendant le génocide, et ensuite avoir multiplié le déni contre le génocide des Tutsis, eh bien oui, effectivement, la France et les autorités françaises portent, et on l'a dit, de lourdes et accablantes responsabilités. Et ce terme « lourde et accablante responsabilité » qui est terrible quand même pour nous, on a jugé effectivement que François Mitterrand, sur ce plan-là, portait des lourdes et accablantes. Accablante est un terme très très sévère, hein, mais juste parce que nous avons conclu sur la base de 950 pages d'analyse. Hein, on n'a pas sorti ces conclusions de notre chapeau, vous comprenez, c'est très important ça. C'est pas une conclusion politique, c'est une conclusion effectivement de chercheurs. Et là, effectivement, ces conclusions, elles ont été reprises par le président de la République lors de son discours de Kigali, qui est un très beau discours, très, très important. Hein. Je crois que... Et en fait, on gagne, si vous voulez, et là, je terminerai sur ce point. Au fond, la vérité, on se grandit dans la vérité. C'est vrai que notre pays sort extrêmement, démoli, en fait, par ce que les autorités françaises ont fait entre 90 et 94. Mais la vérité, elle grandit aussi. Et c'est pour ça que, au fond, ces conclusions ont été quand même largement acceptées par l'opinion française, l'opinion internationale, et aussi par les Rwandais. J'aurais terminé sur ce point-là. En fait, ce que nous avons, nous, écrit dans le rapport, c'est ce que les Rwandais savaient, en fait. En fait, si vous voulez, on est venu vers l'histoire rwandaise. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que finalement, la connaissance, depuis 1990 ou depuis 1994, elle était au Rwanda. Et en fait, on a reconnu la connaissance
qui étaient produites au Rwanda, notamment par les rescapés, par les témoins. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, voilà, on vit dans un monde où l'Afrique, les Africains sont reconnus de manière très dépréciative, et c'est absolument, c'est raciste. Et donc, de faire si vous voulez, que à la fois nous, je veux dire, on dise, oui, c'est l'histoire des Rwandais, on reconnaît leur histoire, et qu'ensuite le président Macron le fasse à Kigali, c'est quand même un vrai changement, et on espère que ça continuera. Merci pour votre réponse. Selon vous, comment les victimes de ce génocide peuvent-elles obtenir réparation des préjudices commis, vivre avec leur traumatisme, et dans quelle mesure la diversité des vécus rend-elle difficile la construction d'un récit commun? Je préfère aussi peut-être me mettre debout, c'est plus simple. Bon, d'abord, je reviendrai sur ce que vient de dire M. Duclerc à propos de son rapport et surtout autour de la question de la complicité. C'est vrai que ça a posé problème au moment de la sortie du rapport et certains se sont réjouis de voir que le mot complicité, que la France était, que la complicité n'était pas retenue, que la Commission n'avait pas retenu la notion de complicité, mais malgré tout, parler de responsabilité accablante n'est pas une mince affaire. La responsabilité politique, institutionnelle, intellectuelle, la responsabilité éthique, la responsabilité morale, mais c'est quand même des choses assez importantes. Et c'est vrai que cette commission d'historiens n'était pas une commission de juges. Et si les juristes veulent creuser les questions, ils pourront peut-être établir la complicité sur le plan pénal. Mais ce n'était peut-être pas aux historiens de le faire. Mais je voudrais aussi ajouter, c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, l'importance de la recherche dans la transmission, d'abord dans la connaissance. Ce qui est important dans ce rapport, il y a deux parties, je trouve. La première partie où les faits sont documentés de façon chronologique et de manière très patiente, où chaque document est analysé, étudié, etc. Mais il y a un chapitre 7 que je vous invite à lire, qui est une espèce d'autopsie de ce qui a été constaté, des constats qui sont faits et qui sont analysés. Et je trouve que c'est très important, avant de juger, d'abord de comprendre. Alors, vous me posez la question de la réparation. C'est quelque chose de très difficile, évidemment. Un génocide est un immense préjudice pour les victimes. Et comment réparer? D'abord, il faut évaluer ce préjudice. Et les familles il y a des familles qui sont totalement décimées au Rwanda, dont il ne reste plus personne. Et donc, on ne peut même plus connaître leur histoire. Il n'y a pas de survivants. On le sait. On sait que là, il habitait une famille et que de cette famille, il ne reste personne. On sait aussi qu'il y a des rescapés qui ce sont soit des orphelins, soit des veuves, mais qui n'ont plus personne derrière eux. Donc, on a maintenant des générations dont les racines ont été totalement arrachées, sans qu'il y ait possibilité de les reconstituer, de les reconstruire. Donc, réparer cela est très difficile. Mais on peut, sans le réparer, sans toutefois le réparer, on peut au moins aider le rescapé à le comprendre et à le vivre, c'est-à-dire le reconnaître. La reconnaissance, c'est déjà une partie de la réparation. Et le fait de reconnaître que quelque chose, qu'un dommage a été fait, participe à la réparation, même si ça ne restitue pas la perte, mais ça permet de la vivre. Parce que il ne faut pas qu'un orphelin qui reste seul pense qu'en fait il n'a pas eu de parents, qu'il n'a pas eu d'ailleurs. C'est-à-dire de dire oui, ils ont existé, mais ils ont été exterminés dans ces conditions. Pouvoir comprendre et pouvoir aussi l'expliquer plus tard à ses enfants, etc. Une autre réparation, c'est ce travail de reconnaissance que l'équipe, la commission, avec Vincent Duclerc, a commencé à faire en France, mais qui doit se poursuivre avec la lecture et l'analyse des archives rwandaises, avec l'analyse des archives de l'Église, avec l'analyse des archives de la Belgique. Ce travail de reconnaissance, ce travail d'histoire, ce travail de reconstitution exacte des faits.
c'est un travail de réparation. Évidemment, il y a aussi un travail de justice. Alors, il y a un travail de justice qui a été fait par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui siégeait à Arusha en Tanzanie, qui a aujourd'hui fermé ses portes. Ils ont jugé à peu près 90 personnes, ils en ont condamné 60. Mais c'est de la condamnation. Personne n'a été... il n'y a pas eu de réparation matérielle. Il y a eu aussi un travail de justice au Rwanda, et c'est peut-être il y a eu des procédures judiciaires à l'étranger. Il y en a même eu en France. La France a commencé à en faire. Il y en a eu en Belgique, en Hollande, etc. Mais il y a un travail de justice qui a été fait au Rwanda et qui était peut-être de nature un peu à réparer. C'est le travail qui est fait par les tribunaux Gacaca. On a appelé ça des tribunaux populaires. Mais l'avantage de ces tribunaux, c'était que le rescapé pouvait parler, pouvait s'exprimer. C'était difficile, mais pouvait s'exprimer. À la différence de ce qui s'est passé au tribunal pénal international à Arusha, où les rescapés, seulement quelques-uns, étaient invités à parler, non pas comme victimes, mais en tant que témoins, ce qui était quand même très frustrant. Mais là, au Rwanda, ils ont pu parler comme victimes, ils ont pu se présenter comme tels. Bon. Après, la réparation matérielle, là, effectivement, elle n'a pas eu lieu, elle n'existe pas. C'est peut-être difficile parce que la plupart des bourreaux sont relativement insolvables. Il faudrait un travail, il faudrait un effort de la communauté internationale pour aider ceux des rescapés qui sont les plus fragiles, les plus précaires, à reconstituer les bases matérielles de l'existence. Mais enfin, voilà. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur un élément que vous avez tous les deux dit, sur les responsabilités lourdes et accablantes. En fait, j'aimerais savoir, au niveau de la chronologie, quand est-ce que vous placez, entre guillemets, ce début de responsabilité, dans le sens où vous l'avez dit, de toute façon, le soutien de Mitterrand au régime d'Abiyarimana représentait déjà un risque en soi. Mais du coup, moi, j'aimerais revenir quand même à un point quand même assez tendu de ce génocide, c'est l'opération Amaryllis. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, cette opération-là, donc pour rappeler ce que c'est que l'opération Amaryllis, je parle encore une fois sur votre contrôle, c'est une opération dirigée par l'État français au lendemain de l'assassinat du président Abiyarimana pour évacuer les ressortissants français. Et ce que vous pointez dans le rapport, c'est notamment l'inaction des militaires français face au premier crime, au premier massacre. Et du coup, est-ce que, selon vous, à ce moment-là, et ça me permet d'ailleurs de rejoindre une autre notion que vous évoquez dans le rapport, celle de responsabilité cognitive, est-ce que, selon vous, au moment de l'opération Amaryllis, il y avait déjà une responsabilité cognitive des autorités françaises, sachant que, je rappelle quand même, le but de l'opération, c'était l'évacuation des ressortissants français, une opération qui n'était pas mandatée par l'ONU. Est-ce que, selon vous, il y a déjà un début de responsabilité cognitive à ce moment-là, ou alors est-ce que c'est antérieur ou postérieur ? Merci. Peut-être juste pour terminer un bref instant encore sur la question de la complicité, vous l'avez bien compris, nous on a abordé cette complicité du point de vue historien. Rien n'empêche effectivement des juristes, des magistrats, des parties civiles de s'emparer du contenu du rapport et de relancer des plaintes. Il faut savoir qu'actuellement il y a encore des instructions sur Bicestero, pour ceux qui connaissent, effectivement, là, il y a eu un non-lieu, mais il y a un appel. Mais il y a une autre instruction visant globalement l'État et ses responsabilités. Donc, encore une fois, nous n'avons pas du tout fermé la porte. Nous n'avons pas agi comme juristes. Mais il était important, si vous voulez, de dire, en tant qu'historien, comment est-ce qu'on envisageait la complicité et les responsabilités. Maintenant, il faut aussi rappeler que le président Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, son gouvernement, ont estimé aussi que, au fond, peut-être le plus important dans le travail qui avait été mené dans ce rapport et dans un autre rapport commandé par le gouvernement rwandais qui est arrivé au même moment, 3 semaines après, qui est le rapport Muse, d'un grand avocat américain qui a travaillé sur le même sujet. Nos deux rapports ont convergé et au fond, le gouvernement rwandais, les autorités rwandaises ont estimé que finalement, on avait là une force de la vérité, un jugement de l'histoire. En fait, et le président Kagame a répondu au président Macron par un discours très intéressant, que je vous invite à consulter, il est tout à fait accessible, sur le fait que, voilà, il y avait the court of history, c'est-à-dire le jugement de l'histoire, qui finalement était parfois plus fort que, voilà, de nouvelles procédures
visant des responsables français pour complicité avec, vous savez, la justice, ça prend des années, des dizaines d'années. Et là, on avait au contraire un jugement de l'histoire qui pouvait s'imposer. C'était un peu, effectivement, mais ce que j'ai retrouvé dans mes premiers travaux sur l'affaire Dreyfus, hein, c'est effectivement l'idée que, voilà, l'histoire, tranche. Et ça, c'est important. Donc ça, voilà, je tiens effectivement à préciser ça, mais je veux dire, encore une fois, l'histoire n'est pas écrite. Hein. Nous, c'est une étape que l'on propose. Et comme l'a dit aussi Marcel Cabanda, on a essayé dans le chapitre 7 d'avoir une réflexion, ça s'appelle « Gouverner l'État républicain dans la crise rwandaise ». Donc c'est vraiment une réflexion juridique, historique et de sciences politiques. Bien. Donc maintenant, effectivement, sur la question des... Pourquoi est-ce qu'on a pu établir ces responsabilités lourdes et accablantes ? Eh bien, c'est voilà, le fait que donc un exécutif de la Ve République, un président, François Mitterrand, qui concentrait beaucoup de pouvoirs et souvent des pouvoirs qui excédaient effectivement ce que lui accordait la Constitution. Hein. François Mitterrand, c'est aussi les gendarmes de Vincennes, c'est aussi la protection de sa fille, je veux dire, qui n'avait absolument aucun rapport avec, je veux dire, l'action de l'État. Toute une série, quand même, disons, de procédures irrégulières autour du palais de l'Élysée. Bon. Et là, tout d'un coup, on découvre, sans avoir aussi, si vous voulez, de préjugés, nous avons agi, je veux dire, en historien, sans vouloir forcément, a priori, charger François Mitterrand. Ce n'était pas le but. Hein. On aurait préféré, du reste, que peut-être tout ça, effectivement, n'apparaisse pas. Mais, je veux dire, je suis désolé, s'il y a une définition de notre pays, c'est quand même celle de vouloir la vérité. Hein. C'est quand même Michel Foucault qui a fait un grand cours sur le courage de la vérité. Je pense que c'est ce qui définit effectivement la France et qui devrait définir toutes les nations, en particulier, par exemple, celle de Vladimir Poutine. Bien. Mais il n'en prend pas le chemin. Donc, notre travail a été effectivement d'établir les faits. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et plus on travaillait, plus on constatait que, au fond, ce pouvoir de l'exécutif présidentiel décidait personnellement, politiquement, de ce que la France faisait au Rwanda. Le Rwanda est devenu un laboratoire de la présidence française. Je veux dire, les militaires français devaient obéir non pas au chef d'état-major des armées, qui est le chef opérationnel des armées, mais au chef d'état-major particulier de François Mitterrand, qui est un conseiller. Donc déjà, on découvre, si vous voulez, une série d'irrégularités que l'on peut qualifier aujourd'hui. Ce sont des illégalités sur le plan formel, juridique, au point de vue de la Constitution, au point de vue d'un accord de défense, assistance gendarmerie qui n'autorisait absolument pas la France à envoyer des troupes de combat au Rwanda. Et tout ça, non pas pour, au fond, faire la paix et créer les conditions, je veux dire, de la réconciliation avec l'opposition extérieure et intérieure, mais pour soutenir ce régime Habyarimana, qui est un régime de dictature et qui prépare le génocide. Et ce génocide, les alertes, elles viennent des agents français. Elles viennent bien sûr de journalistes, elles viennent de citoyens, elles viennent du FPR, elles viennent de l'opposition intérieure rwandaise, mais on peut se dire, eux, ils sont partie prenante et c'est pas objectif. Mais les agents français, l'attaché de défense, des diplomates, aujourd'hui l'ambassadeur de France, Antoine Onfray, était un lanceur d'alerte en 1991, il avait 28 ans, il était rédacteur Rwanda, il a vu le problème. Donc, si vous voulez, en fait, ces alertes, elles ont été refusées par le pouvoir de l'exécutif français. Nous avons donc parlé au fond, de responsabilité cognitive, c'est-à-dire de l'impossibilité de comprendre. Si vous voulez, on l'a dit parce que, voilà, en fait, c'est ce qu'on a constaté. Mais on peut approfondir. Lorsque vous avez des alertes récurrentes et que vous les rejetez, est-ce qu'on est vraiment dans le blocage cognitif ? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'aveuglement volontaire, de volonté de ne pas voir la réalité ? Vous voyez, c'est pour ça que ce travail-là, il demande à être poursuivi par de nouvelles études pour établir vraiment si on est dans une sorte d'incompréhension de la part de François Mitterrand et de ses états-majors, ou si on est dans une volonté, je veux dire, d'écarter toutes les alertes de génocide pour se concentrer uniquement sur le soutien à Habyarimana. Et pourquoi Habyarimana ? Parce que le Rwanda
ce n'est pas une colonie française, c'est une colonie belge, allemande puis belge. C'est une colonie, enfin c'est un pays qui est dans l'Afrique de l'Est, qui est plutôt anglophone. Et là, François Mitterrand voyait l'occasion d'étendre ce qu'on appelle les pays du champ, c'est-à-dire en gros le néocolonialisme français, de repousser ce qu'il voyait comme des attaques des Anglo-Américains, ce qui était faux parce que les Américains n'avaient aucune politique du reste africaine. Et donc voilà, c'était une sorte de laboratoire pour l'Élysée d'une puissance, mais tout ça se termine en une catastrophe, c'est-à-dire avec le génocide des Tutsis et avec donc le soutien de la France. Et donc je termine juste sur le dernier point, sur l'opération Amaryllis, c'est-à-dire une opération déclenchée dès le lendemain, effectivement, du début des massacres à Kigali, c'est-à-dire exécution, élimination des Hutus démocrates qui, je veux dire, voulaient casser précisément les clivages ethniques et qui voulaient faire la démocratie, donc qui rejetaient le pouvoir d'Abiyarimana, et puis début, effectivement, de l'élimination systématique des Tutsis. Et donc la France intervient pour évacuer les ressortissants. Évacuer aussi, c'est vrai, des Rwandais, plutôt des Hutus et des Hutus très impliqués dans le génocide, que ce soit effectivement au niveau de l'orphelinat Sainte-Agathe ou surtout de la veuve du président Abiyarimana, qui, elle, qui était à la tête d'une organisation qu'on appelait l'ACASU, et qui est vraiment considérée comme un des cerveaux du génocide. Elle est en France. Peut-être qu'effectivement, elle sera traînée en justice. Pour placer des gens en justice, je rappelle quand même qu'il faut des dossiers de preuves. Il n'y a rien de pire que de placer quelqu'un effectivement devant une juridiction pénale et effectivement que cette personne sorte avec un non-lieu ou un acquittement. Donc il faut faire très attention aussi à ce que l'on fait en matière judiciaire. Et donc ce qui est terrible, et là vous avez évoqué le fait que les militaires français n'ont rien fait devant les massacres. C'est pas ça. Et là, notre rapport a souligné que les militaires français ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Ils ont obéi aux ordres. Il faut quand même le rappeler. Il y a le militaire en République, ils obéissent au pouvoir civil. Sauf, effectivement, lors, par exemple, de la guerre d'Algérie, où il y a eu un putsch à Alger. Mais là, pour le coup, non seulement les militaires ont obéi à des ordres qui leur disaient « vous ne regardez pas les massacres, vous n'intervenez pas, vous faites en sorte que les journalistes qui vous accompagnent ne filment pas les massacres », alors même que ces militaires, et moi j'en ai rencontré ensuite parce qu'on a continué à travailler, on a fait des entretiens, étaient très mal à l'aise par rapport à ces ordres. Ils voyaient bien, je termine sur ce point-là, et c'est vraiment un dossier sur lequel moi personnellement je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des casques bleus qui sont présents. Vous avez pendant plusieurs jours des forces spéciales françaises. Première PIMA, c'est vraiment la crème de ce que l'on fait. Je veux dire, ces forces spéciales françaises, avec les forces spéciales belges qui sont présentes, avec les commandos italiens qui aussi évacuent, avec des marines américains qui sont au Burundi. Bref, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous en déduisez ? Quand on a 1000 forces spéciales et 2500 casques bleus. 3500 soldats aguerris, enfin, peut-être pas tous les casques bleus, mais bon. Oui, non, mais si tu étais, je veux dire, un officier, si tu commandais, voilà, c'est vrai. Non, mais ils ont pour mission d'évacuer les ressortissants. Ils sont là, ils constatent les massacres, parce qu'eux, je veux dire, les officiers français, ils constatent les massacres. Mais ils n'ont pas le droit d'intervenir. Oui, mais... Non, mais la question, c'est, vous êtes effectivement en charge du commandement de l'opération Amaryllis. Non, parce que je vous pose cette question parce que ça sera peut-être à vous aussi de prendre les bonnes décisions au moment donné. Vous êtes en charge, on vous dit non, les massacres, c'est pas votre problème. Qu'est-ce que vous faites ? On désobéit. Il y a une clause de conscience et oui, naturellement... Il faut désobéir. C'est même pas désobéir, c'est simplement appliquer des règles qui sont celles, effectivement, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est préambule à la Constitution. C'est effectivement un certain nombre d'éléments. C'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 1948. Bref, vous avez les moyens, je veux dire, de dire non, on intervient. Le patron des casques bleus, le général Dallaire, bien sûr, il n'avait pas mandat pour arrêter les massacres. Mais il y a un moment donné, vous constatez des massacres. Et donc, il y a toute une série d'éléments juridiques qui vous permettraient éventuellement d'ouvrir le feu. En plus, il faut le préciser, les tueurs qui massacrent effectivement les Tutsis, est-ce que ce sont des soldats professionnels qui pourraient menacer des forces spéciales ? Ben non, c'est des tueurs, c'est-à-dire des gens lâches
et peu aguerris. Donc vous voyez le problème, il est là, c'est-à-dire que le génocide des Arméniens dans la Première Guerre mondiale, le génocide des Juifs d'Europe dans la Seconde Guerre mondiale, c'était compliqué d'arrêter parce qu'il fallait déjà vaincre l'Allemagne nazie ou l'Empire ottoman. Bon. Mais le génocide des Tutsis se passe dans un pays où il n'y a pas de guerre mondiale, où il y a en plus des forces, casques bleus, forces françaises, forces italiennes, forces belges, américaines. Je veux dire, tous les moyens sont là pour arrêter le génocide. C'est un génocide qui aurait dû être arrêté. Et c'est ça, effectivement, l'énorme remords, je crois, qu'il faut effectivement bien faire comprendre à nos concitoyens. C'est un génocide qu'on aurait dû arrêter. Sur la même question de Amarlis, le général Dallaire a dit qu'il y avait au Rwanda, à la date du 8, 9, 10, 11, 12, il y avait à Kigali les meilleures unités du monde qui auraient pu arrêter le génocide. Et c'est vrai que les forces françaises qui sont envoyées pour évacuer les ressortissants français et qui ont aussi évacué la parentèle d'Habyarimana a été en capacité d'empêcher le génocide. Ils étaient en capacité parce qu'ils avaient des armes, mais aussi parce que ceux qui commettaient le génocide, c'était des amis, des collègues ou des compagnons d'armes. Parce qu'en 1994, cela fait 3 ans qu'il y a des militaires français qui sont au Rwanda et qui forment des militaires rwandais, des gendarmes rwandais, des unités spéciales rwandaises, les mêmes qui vont être investis, au moins au début, dans le déclenchement des massacres. Donc il y avait une possibilité pour les militaires français. Ils étaient, je ne sais pas combien il y en avait, mais ils avaient la capacité, ils avaient le pouvoir moral sur leurs camarades rwandais. Ils les connaissaient, ils auraient pu les arrêter. Il aurait suffi qu'ils leur disent « vous ne serez pas soutenus pour qu'ils arrêtent ». Et s'ils avaient arrêté à ce moment-là à Kigali, bon, en histoire, ce n'est pas la peine que je dise, mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait usage de leurs armes, ils n'ont pas fait usage de l'autorité morale que la France avait sur l'armée rwandaise. Beaucoup de choses ont été dites d'Amarlis, parce que dans l'évacuation, les militaires français ont pris la famille de Habyarimana et ont laissé sur place des Rwandais, et notamment ceux qui travaillaient pour l'ambassade de France à Kigali. Mais la dimension, le fait qu'il n'ait rien fait contre l'armée rwandaise, bon, c'est très important. C'est aussi important, ce qui a été dit, et qui mérite peut-être d'être examiné, que le gouvernement intérimaire, celui qui se met en place en 1994, est formé à l'ambassade de France à Kigali. Ça, c'est quand même sous la protection des soldats d'Amarlis. Et si ces soldats d'Amarlis, effectivement, couvrent et recouvrent et créent des conditions de sécurité qui permettent à ce groupe extrémiste de prendre le pouvoir, de mettre en place un gouvernement, c'est une responsabilité accablante. Alors, s'agit-il dans leur idée de permettre un génocide? Ça, c'est toujours la même question, la distinction que nous devons faire entre la complicité et l'idée qu'on soutient un régime qui est en guerre contre une force que l'on n'aime pas, que l'on ne souhaite pas voir arriver au pouvoir, qui est le Front patriotique rwandais, et on ne veut pas voir qu'en même temps, ce gouvernement qu'on soutient a une autre entreprise qui, elle, est génocidaire. C'est peut-être pour ça qu'on parle de cette responsabilité cognitive, de cette responsabilité éthique et cognitive, c'est-à-dire faire la distinction entre deux choses qui sont... On veut bien voir une chose, mais on ne veut pas voir celle deux choses corollaires, mais on veut voir un aspect et pas l'autre. Merci pour votre réponse. Le génocide a été perpétré il y a maintenant 29 ans. De nos jours, existe-t-il encore des tensions et des discriminations envers les Tutsis au Rwanda? Et si oui, comment se manifestent-elles? Oui, alors les tensions le génocide a été commis au Rwanda
par des extrémistes Hutus contre des Tutsis. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit génocide rwandais. Nous préférons dire génocide des Tutsis parce que génocide rwandais, tous les Rwandais ne sont pas victimes du génocide. Donc, c'est un terme qui est souvent, c'est une expression qui est souvent utilisée par ceux qui veulent soit banaliser, soit nier le génocide. Donc, alors, existe-t-il, c'est à la suite d'une longue période de dichotomie, de distinction, ce que vous avez rappelé au début, le fait qu'on a mis en avant ces distinctions ethniques qui d'ailleurs raciales, puisque les Tutsis ont été présentés comme étant les descendants d'une race venue d'ailleurs, les Hamites, si vous voulez. Mais cette distinction-là entre les Hutus et les Tutsis qui seraient le peuple naturel, le vrai peuple rwandais, et les Tutsis qui seraient de faux noirs, de faux nègres venus d'ailleurs. Cette distinction a été maintenue jusqu'en 1994, et jusque sur la carte d'identité. La carte d'identité nationale était marquée que vous vous appelez, votre nom et prénom, le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance, le lieu de naissance, mais aussi l'appartenance ethnique. Cette distinction n'était pas en détail puisqu'elle était prise en compte dans l'accès à l'éducation, l'accès à l'école, dans l'accès aux emplois. C'était sur la base de votre identité et de l'appartenance ethnique. Puisqu'il y a cette idée que les Tutsis ils sont étrangers, ils représentent 10% de la population, donc on va leur donner accès à 10% de l'espace national. Alors cette distinction-là n'existe plus depuis 1994, on va dire, mais je ne sais pas à quel moment la décision a été prise de remplacer cette carte d'identité par une autre qui reconnaît à chaque Rwandais qu'il est Rwandais. Peu importe, évidemment, la mémoire des gens. Les Rwandais, nous n'avons pas oublié que nous avons été identifiés comme Tutsis ou que nous avons été identifiés comme Hutus. Les Rwandais ne l'ont pas oublié, et notamment ceux qui l'ont vécu et ceux qui en ont souffert, les rescapés, ne l'ont pas oublié. Il ne peut pas avoir oublié que hier il était persécuté, que hier ses parents ou ses enfants ou ses frères ont été tués parce qu'ils ont donc ils n'ont pas oublié cette identité. Mais politiquement, elle n'est plus opératoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter devant l'administration en disant « je suis Tutsi ». Ce n'est pas un critère, ce n'est pas un jugement. Ça ne vous donne pas accès à quelque chose. Pardon ? C'est interdit déjà. Mais chacun peut le penser comme il veut, mais vous ne pouvez pas en faire usage, vous ne pouvez pas revendiquer un droit quelconque du fait que vous appartenez à... Donc, je peux dire que cette discrimination n'existe plus. Je vais peut-être ajouter juste 2 points, et puis peut-être après on passera, je ne sais pas pour vous commander, mais on passera peut-être à la discussion avec la salle. Donc d'abord, l'idée que, en fait, donc ceux qui ont organisé les génocides, qu'on appelle Hutu Power, en fait, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment gangréné les partis et qui étaient au sommet de l'État, avec, j'ai parlé d'Abiyarimana, sa femme, toute une série de colonels qui effectivement ont mis en place ce que donc Marcel Kabanda a mentionné, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire, qui est le gouvernement génocidaire, qui organise le génocide, qui envoie tous les responsables, notamment au sud du pays, à Butare, où le génocide avait été stoppé par notamment le préfet de Butare pour transformer cette région en un lieu, je veux dire, de massacre effroyable. Donc le Hutu Power, qu'on appelle même Pawa, eh bien, en fait, on pense que finalement, c'est pour la défense du peuple Hutu, mais pas du tout. Finalement, je prends un exemple très intéressant. En fait, le Front patriotique rwandais, constatant le début des massacres généralisés contre les Tutsis et contre les opposants démocrates Hutus, eh bien, lance une offensive générale depuis ses bases du Nord, donc pour à la fois vaincre ce gouvernement intérimaire et arrêter le génocide. Et du reste, c'est intéressant de noter que militairement, le FPR
va combattre les génocidaires. En fond, le FPR fait ce que la France aurait dû faire avec ses troupes dès le 8 avril, donc à Marilis. Et encore une fois, vous avez compris que c'est le manque d'ordre politique. Les militaires, au fond, certainement auraient accepté et même voulu effectivement une intervention contre les génocidaires. Et en fait, ce gouvernement intérimaire Hutu Power donc annonce, puisque effectivement le FPR progresse, que ça va être un massacre généralisé des Hutus. Et donc les Hutus vont fuir vers notamment la zone turquoise, que la France va ensuite installer une zone de protection qui va servir beaucoup à exfiltrer au fond des génocidaires. Et donc vous avez plus d'1 million de Hutus qui vont sur les routes, et c'est ces fameuses photos que l'on voit qui souvent illustrent le génocide alors que ça n'a rien à voir. Et en fait, ces populations Hutus qui suivent aveuglément le gouvernement intérimaire vont se retrouver dans des situations terribles, et notamment d'épidémies de choléra. Et au fond, c'est la France qui est sur place, qui va casser, qui va donc soigner ces Hutus, dont une bonne partie ont été des génocidaires, il faut le dire, ils vont les sauver du choléra. Mais vous voyez bien qu'au fond, le gouvernement intérimaire se moque totalement, véritablement, du peuple Hutu et ne vise que son extrémisme et sa conservation du pouvoir. Et donc aujourd'hui, on a constaté, le gouvernement rwandais a constaté les méfaits de la racialisation. Et dès qu'il y a racialisation, il n'y a pas de race dans l'histoire, on le sait, il n'y a pas de race dans l'humanité. Dès qu'on commence à racialiser, c'est qu'on est déjà dans des processus de persécution. Et la persécution entraîne l'extermination. Il faut être clair sur ce point-là. Et donc le gouvernement rwandais fait un très gros travail, effectivement, pour à la fois montrer les dangers de la racialisation et en même temps répondre au génocide par la justice. On accuse beaucoup le gouvernement et Paul Kagame d'avoir commis un génocide contre les Hutus. C'est le fameux double génocide. C'est totalement faux. Il y a eu des représailles, c'est vrai, de militaires du FPR, Tutsis, qui... Bon, c'est des représailles qui sont compréhensibles, mais qui ont souvent fait l'objet de jugements en tribunaux militaires. Donc, le Rwanda a parié sur la justice. La justice des tribunaux réguliers rwandais, du TPIR, donc le Tribunal pénal international pour le Rwanda, les procès Gacaca dont Marcel a évoqué, qui ont quand même permis de traduire en justice 2 millions de personnes, parce que effectivement, c'est un génocide des voisins. Au moins 2 millions de personnes ont participé au génocide. Et donc, il faut les juger. Et c'est très important. Donc, le Rwanda a choisi cette voie-là. Il faut le reconnaître, si vous voulez, absolument. Et si vous reconnaissez la voie de la justice, vous montrez qu'il n'y a pas eu double génocide, génocide contre les Hutus. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement soutenir cette voie de la justice. C'est très important. Et notamment permettre, est-ce que les responsables du génocide soient traduits en justice. Il y en a un qui a été arrêté il n'y a pas très longtemps à Asnières, en région parisienne. C'est Félicien Kabuka, qui est le financier du génocide. Il y en a d'autres qui doivent encore être traduits en justice. La France a accéléré les enquêtes, ça c'est très, très important, et c'est essentiel effectivement que les responsables soient rattrapés parce que, et il faut le dire, je terminerai sur ce point-là, malgré tout, et pour avoir voyagé beaucoup au Rwanda ces dernières années, je vous donne un exemple, et je terminerai sur cet exemple, parce qu'il faut vraiment écouter et comprendre les rescapés. On est parti donc notamment à l'équipe de la commission vers le lac Kivu et donc notamment le site de Bisesero, qui est un site de massacre très important de Tutsis. Et au retour, donc, on était avec 3 chauffeurs. On a compris que c'était des rescapés. Et l'un d'eux s'arrête au bord de la route et va saluer quelqu'un. Il s'arrête, il salue, puis il repart. On lui demande après qui l'a salué. Il m'a dit « J'ai salué l'assassin de mon père ». Il m'a dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Il a répondu « Parce que j'ai besoin de ça pour avoir la paix, parce que je ne peux pas faire autrement ». Donc, bien sûr, le gouvernement rwandais fait tout pour effectivement stigmatiser quand même les tueurs, mais en même temps, il y a une forte impunité. Je veux dire, c'est vrai, le Hutu Power
par des moyens effectivement très détournés. Enfin, Marcel pourrait le dire beaucoup mieux que moi, mais je veux dire, tout ça n'est pas public parce que c'est pénalisé. Mais par des pressions, par le silence, les victimes, je veux dire, restent persécutées. Chaque anniversaire, commémoration du génocide, le 7 avril, eh bien, vous avez des survivants qui sont assassinés. Et puis, voilà, je veux dire, on continue sur les collines, à certains moments, à persécuter les survivants au quotidien. Et donc, cette impunité, si vous voulez, il faut la briser. Je pense que, je terminerai sur ce point, le fait qu'aujourd'hui la France dise oui, on a accompagné ce régime génocidaire, retire de l'air, retire de l'air du pouvoir à effectivement ces Hutus extrémistes qui maintiennent, je veux dire, les ensembles de Tutsis dans la terreur, et ça, c'est inadmissible et il faut que ça cesse. Merci beaucoup. Maintenant, je pense qu'on va passer aux questions du public. L'idée, c'est d'échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va venir vous voir. Oui, bonjour. Je m'appelle Christian Gauze, étudiant en communication. J'aurais 3 questions, parce que je m'intéresse un peu quand même à la question, même si je ne suis pas rwandais. Alors, il y a un chercheur congolais qui s'appelle Patrick Mbeko, je suppose que vous le connaissez, qui est très à charge contre Kagame et qui considère Kagame comme une sorte de Tutsi de l'extérieur en disant qu'il n'est pas vraiment rwandais et qu'il est ougandais et qu'il est... En fait, il n'y a pas eu de distinction claire entre les Hutus et les Tutsis et que des Tutsis ont participé à ce conflit et que ce n'était pas si clair en tant que Hutu contre Tutsi, etc. Ça, c'est ma première question. Ensuite, monsieur a dit qu'il n'y avait pas de réel intérêt anglo-américain au Rwanda, alors que lorsque Kagame prend le pouvoir, on voit que tout de suite, il passe à l'anglais, en fait. Il décide d'abandonner le français et la francophonie et passe à l'anglais. Moi, je pense que, de mon point de vue, si c'est pas pour se rapprocher des États-Unis ou du Commonwealth, je ne saurais pas expliquer ça. Donc peut-être qu'il y a vraiment une volonté de se rapprocher des États-Unis quand on sait que les États-Unis ont toujours eu les yeux sur le Congo voisin pour ses richesses, etc. Et ma dernière question, c'est que beaucoup de gens que j'ai entendus aujourd'hui, de Rwandais que j'ai entendus sur les médias, disent que le régime Kagame est pourvu de Tutsis, en fait, et que on observe une forme de vengeance contre les Hutus qui ont massacré les Tutsis pendant le génocide. Merci. Alors, merci. Bon, on va répondre rapidement parce que c'est des questions très intéressantes, mais je crois qu'il faut aussi passer la parole. Donc, le chercheur Patrick Mbeko, chercheur, mais enfin, c'est vrai que si effectivement son travail, c'est, je veux dire, de s'acharner sur Paul Kagame, je suis pas sûr que ça soit un chercheur effectivement très. Si vous voulez, il y a aujourd'hui un conflit entre le Congo et le Rwanda. Il faut savoir aussi quand même que une grande partie des génocidaires donc en 1994, en juillet-août 1994, grâce à la France en particulier, passe au Nord Kivu, au Congo, massacre du reste des Tutsis congolais. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on s'acharne sur Paul Kagame, qui n'est... Effectivement, le régime n'est pas un régime démocratique, mais c'est un régime éclairé. C'est un régime qui a fait le pari de la justice, je l'ai redit quand même. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Et c'est un pays qui est menacé effectivement par toute une série notamment de ce Hutu Power qui est toujours présent. Et donc voilà, je pense que je veux dire, il faut faire la part entre des éléments idéologiques et puis la réalité. La réalité, c'est aussi un grand pragmatisme de Paul Kagame et comme je l'ai dit, le choix malgré tout de parier sur l'éducation, sur la justice. Bien. Le deuxième point, c'est effectivement ce que vous dites sur les Anglo-Américains. Je veux dire, au moment de l'engagement de la France pense
repousser la domination anglo-américaine sur l'Afrique. Encore une fois, les États-Unis n'ont pas de politique africaine. Tu vois, les États-Unis ont subi en octobre 1993 le désastre de Mogadiscio en Somalie. Je veux dire, une vingtaine de soldats américains massacrés. Je veux dire, Bill Clinton n'a pas de politique. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, de l'ordre de la représentation sans fondement. C'est ce que fait effectivement aussi François Mitterrand en ex-Yougoslavie. François Mitterrand est profondément anti-américain, mais ça le mène à des erreurs diplomatiques majeures. Alors, effectivement, Paul Kagame va réintroduire l'anglais. Mais attendez, ça peut aussi se comprendre. C'est-à-dire que, en fait, le français, c'est la langue des Belges qui, racialisent la population rwandaise qui n'a pas de race. Et ensuite, c'est la langue, je veux dire, d'un pays qui va accompagner le génocide des Tutsis. Et qui ensuite, il faut s'en souvenir, le président Mitterrand à Biarritz, vous pouvez voir, donc, le discours de Biarritz du 8 novembre 1994, c'est de dire est-ce que c'est de notre faute si effectivement des chefs de tribu règlent leur compte à coups de machette. Donc, je veux dire, c'est quand même une vision de ce qu'a été le génocide absolument terrible. C'est, voilà, en gros, les Africains, ce sont des sauvages qui s'entretuent. Il est tout à fait normal, je pense, que Paul Kagame dise ce pays qui nous injurie, eh bien, on ne veut pas de la langue et on passe au français. Et on passe à l'anglais. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, que forcément les États-Unis étaient derrière tout ça. Oui. Et enfin, juste pour, alors dernier aussi, le fait que le gouvernement rwandais actuel soit effectivement composé de Tutsis qui veulent leur revanche. Moi, je crois que c'est le contraire, justement. C'est-à-dire que les Tutsis, notamment ceux de l'extérieur qui ont combattu en 1994, sont parfois un peu mal à l'aise pour le fait que Paul Kagame a dans son gouvernement, dans ses cadres, effectivement, de nombreux Hutus modérés, démocrates. Non, précisément, Paul Kagame, et je veux dire, c'est pas de l'histoire simple que je fais là, mais s'efforce de mobiliser justement toute une série de Hutus pour faire avancer le Rwanda. Et il est critiqué sur ce point par, disons, des Tutsis, disons, assez radicaux. Voilà. Vous auriez pu aussi citer peut-être une thèse qui a été soutenue dans cette université, qui allait dans le même sens. Et vous savez aussi tous les commentaires qu'il y a eu suite à la soutenance de cette thèse. Je ne vais pas citer l'auteur. Je voudrais juste dire que la recherche, on peut se présenter comme un chercheur, alors qu'on n'a pas fait du tout de la recherche. Il a fait de la recherche où c'était l'exemple de cette thèse. Quelqu'un qui vient rédiger une thèse sur le Rwanda sans jamais y avoir mis les pieds au Rwanda, sans jamais avoir mis les pieds dans les archives. Alors, ce n'est pas de la recherche. C'est juste que cette idée que Kagame, ce sont des Tutsis qui vont implanter un empire Ima dans la région des Grands Lacs, c'est une reprise de la propagande qui s'écrit, qui s'élabore, qui est diffusée au Rwanda entre 90 et 1994. Donc, on n'a pas besoin de recherche. On a juste à recopier la propagande qui a été diffusée au Rwanda par la presse, notamment par le périodique Angora, et qui a été repris par la suite par la radio-télévision libre d'Émile Coryl. S'agissant de ce qu'on a appelé la revanche, eh bien, il faudrait... Vincent vient de vous le dire, dans le gouvernement rwandais, il n'y a pas que des Tutsis, et s'il y a des Tutsis, ils sont loin d'être majoritaires, y compris dans l'armée. L'armée rwandaise a inclus les éléments de l'ancienne armée rwandaise, qui sont maintenant assez âgés, qui doivent partir à la retraite, mais qui étaient au Congo et qui sont revenus et qui ont intégré l'armée nationale rwandaise. Donc, c'est de la propagande. Ce n'est pas de la recherche. Je pense que vous devez, s'agissant de la de la langue française, premièrement, le Rwanda ne passe pas à l'anglais en 1994. Le Rwanda passe à l'anglais, je pense, dans les années 2007-2008.
Et avant le passage à l'anglais en 2007, je me rappelle de ce qui s'est passé en 2004, 2003 ou 2004, lorsque des anciens étudiants qui venaient de l'Ouganda et qui étaient à l'Université du Rwanda, à Butare, refusent d'apprendre le français parce qu'ils trouvent que c'est plus compliqué, eh bien c'est la police qui les oblige à étudier l'anglais. Ceux qui ne veulent pas, ils fuient vers l'Ouganda. Donc le Rwanda n'est pas, l'abandon de l'anglais n'est pas une espèce d'adhésion à l'anglophonie. C'est peut-être plus facile pour le Rwanda. Il faut voir géographiquement où se trouve le Rwanda. Il se trouve à côté de l'Ouganda, à côté de la Tanzanie, pas loin du Kenya, et ils ont créé une communauté est-africaine. Et cette communauté est-africaine, elle est anglophone. Évidemment, en 2007, le Rwanda est aussi un tout petit peu très agacé par le fameux rapport du juge Bruguière qui prend tout l'État rwandais comme étant responsable de l'attentat. Je ne sais pas si cette question sera traitée ici ou pas. Mais en tout cas, le Rwanda est agacé par cette ordonnance du juge Bruguière. Et les Rwandais, comme moi par exemple, qui sommes francophones, qui avons fait des études en France et qui avons étudié la culture française, nous avons été choqués par le fait que, au fond, la francophonie, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi une culture, c'est aussi une civilisation, c'est aussi des lumières. Et là, nous n'avons pas vu au Rwanda, en 1994, la francophonie porteuse de lumière. Malgré tout, la secrétaire générale actuelle de la francophonie est une Rwandaise et elle s'exprime en français. Donc le Rwanda n'a pas abandonné la francophonie. Ce n'est pas exact. Mais elle utilise l'anglais parce que c'est beaucoup plus confortable dans la communauté géographique, économique dans laquelle il se trouve. Oui, il faut vraiment découper la langue et l'attachement à une patrie. Regardez Émilie de Paris, elle ne parle pas beaucoup le français et pourtant elle est amoureuse de la France et des Français. J'ai des références. J'avais une question, deux questions. La première, c'est vous avez dit que les militaires français auraient dû désobéir et je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on explique le mutisme et la politique de François Mitterrand en 1994, quand on sait que la DGSE a dit à l'Élysée et l'a informé de ce qui s'est passé. Quand on sait qu'à la fin du génocide, Hubert Védrine a demandé aux autorités françaises de laisser passer les Hutus au Zaïre, alors qu'on savait qu'il y avait que les massacres continuaient au Zaïre. Pourquoi on a demandé aux militaires français de partir et de quitter la colline de Bicécéro alors qu'ils ont vu les fosses communes, qu'ils ont vu des gens leur demander de les sauver et qu'ils ont vu les Interahamwe voir les Tutsis? Et ensuite, ma deuxième question, c'est en tant qu'historien, est-ce que vous avez la conviction que vous avez eu accès à toutes les archives? Est-ce que rien n'a été caché? Est-ce que vous n'avez pas été dérangé dans votre travail? Puisqu'on pourrait faire la critique du rapport en disant que c'est un rapport qui se fonde sur des documents qu'on a bien voulu vous donner. C'est une question. On se disait peut-être qu'on pourrait faire un tour de prendre plusieurs questions et puis comme ça tout le monde pourrait avoir la parole. Et puis, mais j'ai bien noté. Hein. Et c'est très informé comme question. Bonsoir plutôt. Moi j'avais une question concernant l'extension du conflit en 1998 à l'est du Congo et la situation actuelle entre le Rwanda et le Congo. Donc je voulais savoir à peu près les liens. Donc le lien qu'on peut faire entre ces deux conflits-là, entre le conflit qui s'est étendu en 1998 et la situation actuelle au Rwanda et au Congo. Si tout part du génocide ou si c'est d'autres raisons, voilà. Bonsoir. D'abord, merci pour la conférence. J'avais une question à propos de l'intervention des militaires. Vous nous avez dit qu'on était environ, comptant les casques bleus, 3500 personnes, alors que plus de 2 millions de personnes ont participé au génocide.
mais vous étiez tous les deux d'accord sur le fait que c'était possible qu'ils interviennent. Et je ne suis pas spécialement au courant, vous savez mieux que moi, mais je trouve que le rapport est démesuré malgré les forces présentes. Donc j'aimerais savoir comment c'était possible, comment c'était physiquement possible, et est-ce qu'il n'y avait pas un risque d'enlisement si on n'arrivait pas à régler la situation directement. Merci beaucoup. D'accord. Donc merci beaucoup. Alors, donc déjà, juste préciser, je veux dire, voilà, le propos n'est pas d'appeler les militaires à désobéir, mais à se saisir effectivement de critères leur permettant d'agir. Et donc, encore une fois, il y a notamment dans le code pénal, je veux dire, l'assistance à personne en danger, par exemple, un certain nombre d'éléments qui leur auraient permis donc d'intervenir. Mais c'est vrai que les militaires, et c'est aussi une des qualités des militaires français, c'est que, je veux dire, ils ont un respect absolu, je veux dire, de l'ordre civil, précisément pour ne pas répéter des situations comme celle de la guerre d'Algérie, qui a été un traumatisme pour les armées. Mais, encore une fois, moi je dirais, je ne parlerai pas de désobéissance, je parlerai plutôt effectivement d'une capacité, je veux dire, d'intervention, d'adaptation en fonction d'un certain nombre de règles qui auraient pu être... Mais par exemple, on sait que le commandant des unités à Marélis a fait savoir qu'il était prêt à d'autres opérations si nécessaire, et ce qui voulait bien dire effectivement qu'il avait cette idée-là. Alors, et c'est vrai, de la même manière, ce qu'il voulait, je veux dire, au fond, la France soutient le régime Habyarimana qui est en guerre contre une partie, effectivement, de la population Tutsi et le mouvement FPR qui est considéré comme ennemi, alors même que, au fond, on pourrait dire que c'est une composante de la vie politique. Du reste, le FPR participe aux accords d'Arusha qui sont négociés avec l'opposition rwandaise. Et tout l'effort du président Habyarimana et de son clan, c'est de faire échouer ces accords, de rester dans la radicalisation et l'extrémisme. Donc, lorsque le génocide se déclenche, les autorités françaises ne veulent pas voir le génocide. Il y a un déni sur le génocide, sauf effectivement quelqu'un qui assez courageusement, mais de manière assez solitaire finalement, reconnaît le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est Alain Juppé le 16 mai, il est ministre des Affaires étrangères. Mais en fait, il n'est pas entendu, ça ne s'impose pas. Et on continue effectivement à considérer qu'on est dans des massacres interethniques, que les Tutsis vont massacrer les Hutus quand effectivement les Hutus cesseront de massacrer les Tutsis. La compréhension du génocide n'est pas du tout intégrée donc dans la réflexion et l'analyse des plus hautes autorités de l'État. C'est pour ça qu'on a parlé de blocage cognitif, mais voilà, on pourrait aussi réviser et peut-être être plus précis sur ces termes. Et en fait, on va noter que, au fond, l'objectif finalement des autorités françaises, c'est de contenir, de repousser le FPR de manière à maintenir un équilibre, en gros, entre les génocidaires et puis ceux qui tentent d'arrêter le génocide, vous voyez, de manière à ce que la France ne perde pas tout, puisque la France a misé sur le pouvoir qui effectivement réalise un génocide. Donc en bloquant, et l'opération turquoise, c'est d'abord une opération pour arrêter la progression du FPR avant même de sauver effectivement les survivants Tutsis. Et c'est justement un certain nombre de militaires sur le terrain qui comprennent que, au fond, ils sont sur le théâtre d'un génocide et qu'il faut en priorité sauver les Tutsis, parce que c'est ça l'objectif. Et donc, Bicécéro, vous avez parlé de Bicécéro, c'est une colline où s'étaient réfugiés plusieurs milliers, 10 000, on pense, Tutsis, près de Kibouye, et qui sont victimes de chasse à l'homme, d'actions des milices terribles. Et le 27 juin, il y a une reconnaissance par les commandos air de ce lieu d'extermination. Et effectivement, et là on a beaucoup travaillé sur ce fait que les éléments de renseignement qui sont donnés par les commandos air, en fait, sont écartés par le commandant des forces spéciales et en partie par le commandant de Turquoise, et surtout, effectivement, l'ordre n'est pas donné d'intervenir aussitôt pour sauver ces survivants. Et en fait, ils ne seront sauvés que le 30 juin, et pendant 3 jours, il y a effectivement
pense à peu près 1500 Tutsis qui sont massacrés. Et c'est pour cette raison-là que des rescapés soutenus par des associations françaises ont porté plainte contre les militaires français pour complicité de génocide. Et en fait, voilà, ce n'est pas les militaires français qui sont véritablement en cause, c'est plutôt le commandement politico-militaire qu'il faut interroger, qu'on tente d'interroger. Mais, et là, je vais revenir sur la dernière question, sur les archives. Effectivement, on a eu cette possibilité d'accéder à toutes les archives, notamment celles des services secrets. Mais bien sûr, ce sont les archives qui ont été versées au service d'archives. On a pu, nous, faire des actions pour tenter de retrouver des archives chez les acteurs, et notamment on a retrouvé les archives de l'attaché de défense qui avait alerté. Donc ça, c'est très important. On a pu trouver effectivement un certain nombre de choses très, disons, très aggravantes sur le poids de l'Élysée, sur l'opérationnel au Rwanda, c'est totalement illégal. L'Élysée ne peut pas être opérationnel sur le Rwanda. Ça passe par le ministère de la Défense, ça passe par le chef d'état-major. Une démocratie, c'est le respect, si vous voulez, des chaînes hiérarchiques et de la régularité. Donc c'est vrai qu'on sait par ailleurs que des archives ont été détruites. Michel Charasse, qui était un des conseillers de François Mitterrand, a été chargé de détruire des archives. Tout ça, du reste, c'est pénalisé. Dans un monde idéal, eh bien, la France devrait agir comme, eh bien, les États-Unis, c'est d'aller faire des perquisitions, donc chez tel ou tel personnage que je ne citerai pas, mais que l'on peut effectivement identifier, pour aller rechercher des archives, envoyer des gendarmes pour faire des perquisitions, comme, eh bien, Donald Trump a eu des perquisitions du FBI. Voilà. Donc, mais encore une fois, il y a eu vraiment une volonté d'Emmanuel Macron, eh bien, d'ouvrir beaucoup les archives, alors même que les armées étaient, je veux dire, très inquiètes parce que tout le monde disait que les militaires étaient les coupables. Et donc, finalement, nous, on a montré que ce n'était pas à ce niveau-là, que c'était au niveau politique qu'il fallait intervenir. Enfin, donc, pour répondre à votre question sur, effectivement, la capacité des forces internationales, notamment françaises, d'arrêter le génocide face, effectivement, à 2 millions de tueurs, au moins. Il faut savoir que ces 2 millions de Hutus qui vont être mobilisés, donc souvent parce qu'ils le souhaitaient, parfois contre leur gré, eh bien, ce n'est que progressivement quand le gouvernement intérimaire envoie dans toutes les préfectures des milices, la garde présidentielle, pour organiser le génocide. Je veux dire, dans les premiers jours, eh bien, c'est la garde présidentielle et les milices structurées à Interamwe qui élimine les Hutus démocrates et les Tutsis de Kigali. Donc on a affaire là à un petit groupe, notamment de gens, comme l'a rappelé Marcel, qui, pour la garde présidentielle, étaient formés par les Français. Donc là, effectivement, ce noyau, vous pouvez effectivement beaucoup plus facilement intervenir, et surtout, ça c'est important, je veux dire, agir à Kigali dès le moment du génocide, c'est briser quand même, je veux dire, le cœur de la mécanique génocidaire. Arrêter le massacre génocidaire à Kigali, c'est donner un coup d'arrêt à la suite. Mais il faut agir très vite. Et c'est ça, c'est le point important. Donc, je veux dire, effectivement, après, lorsqu'on est dans toutes les provinces du Rwanda en plein génocide, il est évident que c'est beaucoup plus compliqué d'arrêter. Mais, et je terminerai là-dessus, moi, par toute une série de témoignages, eh bien, on savait que les casques bleus qui étaient présents depuis décembre 1993 au Rwanda faisaient peur. C'est vrai que des forces, je veux dire, les militaires, ce sont des spécialistes, je veux dire, de l'usage de la force armée. Et l'usage de la force armée, c'est un usage actif, effectivement, par l'ouverture du feu, mais aussi très dissuasif. Si vous voulez, les troupes de combat savent effectivement montrer ce qu'elles peuvent faire. Et la dissuasion, déjà, est un élément très important pour contenir et empêcher les massacres. Donc, voilà effectivement le type de réflexion qu'on peut avoir. Mais là, ça implique, vous voyez, une chronologie assez fine. Je pense que vous avez eu la réponse concernant BCCRO. Parce que quand vous dites comment expliquer, on n'explique pas, mais il faut juste constater que effectivement, il y a une possibilité d'agir et que cette possibilité n'est pas mise en œuvre. Mais en même temps, sur cette histoire de BCCRO, il faut savoir que quand il y a enfin
des militaires qui vont secourir le reste, ce qui reste, parce que entre le moment où ils ont été repérés et le moment où ils ont été finalement où un secours leur a été apporté, une bonne partie d'entre eux avaient déjà été éliminés. Mais il faut savoir que quand finalement il y a du secours qui leur est apporté, c'est qu'il y a des militaires qui désobéissent, qui vont là-bas parce qu'ils savent que là-bas il y a des gens et sachant que le commandement ne leur a pas donné l'ordre ou la possibilité de le faire. Donc, ça ne s'appellerait pas désobéissance, ça peut s'appeler assistance à personne en danger. On a le devoir de le faire, on a le droit de le faire. Vous avez posé une question, mademoiselle, concernant le Congo et un peu l'actualité. Est-ce que cette actualité congolaise est à mettre en relation avec 98 ou 94? Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez. 98. Alors, la crise actuelle congolaise, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'abord les partis ou le reste du gouvernement intérimaire, du Hutu Power rwandais, qui sont au Congo et qui continuent d'agir, qui sont organisés, qui exploitent le bois, qui exploitent les mines, et tout ça dans une hypothétique thèse qu'en fait, ils reprendront le pouvoir au Rwanda. Ils sont organisés. Peut-être qu'ils ne sont plus aussi nombreux qu'ils l'étaient en 1994, mais ils existent, ils sont là, et exercent notamment une pression sur les rwandophones du Congo et qui sont considérés comme étant des Tutsis. Et il y a des Congolais. Des Congolais, il faudrait faire l'histoire des frontières entre le Rwanda et le Congo, l'histoire du peuplement de cette zone. Eh bien, il y a des gens qui sont considérés comme étiquetés Tutsis, qui se trouvent au Congo, qui se trouvent aussi, du coup, un peu discriminés et plutôt présentés comme étant la 5e colonne de Kagame pour conquérir le Congo. Voilà, donc il y a une extension dans cette partie du Congo, et pas seulement dans le Nord Kivu, même dans l'ensemble du Kivu, de cette idéologie, de cette haine anti-Tutsi. Une idéologie qui continue de se diffuser. On a vu paraître récemment des livres sur le péril Tutsi. Donc c'est un peu cette idéologie de la haine ethnique qui se diffuse dans l'est du Congo. Et alors, il y a aussi comment dirais-je, le Congo, c'est un pays immense dans sa superficie. Il y a 100 millions les Congolais, et c'est un pays très riche, mais c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Les Congolais vivent mal. Il n'y a pas d'école. Quand vous voyez des écoles rwandaises, des écoles congolaises au Congo entorchées, ça n'est pas, ça fait mal au cœur. Et en face, on a un petit pays qui s'appelle le Rwanda, qui n'est pas très riche, qui a subi une catastrophe immense et qui se porte bien. Donc, je pense que d'une certaine manière, les Congolais sont frustrés d'être assis sur des richesses et de ne pas s'en servir, et de voir à côté un petit pays s'en sortir. Je crois qu'il y a ça qui fait qu'ils voient le Rwanda comme une menace, au lieu de le voir comme une possibilité, peut-être, comme une idée que c'est possible aussi de s'en sortir. Enfin, il faut savoir que cette partie de l'Est du Congo, la sécurité, cette partie vit au fond grâce au Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda, pour un Congolais de Goma ou de Bukavu, sortir du Congo pour aller en France, en Belgique ou n'importe où, il est plus facile de passer par Kigali que par Kinshasa. C'est très loin. Donc, ces deux pays ont besoin les uns des autres. Ces deux communautés ont besoin de travailler ensemble. Juste qu'il y a cette idéologie, cette idée que le Tutsi est dangereux, s'est diffusée pas seulement au Rwanda, mais même partout où il y a l'élément Tutsi, au Burundi et au Congo. Et je voulais terminer en disant que tout à l'heure, Vincent a dit que ça, c'est une histoire rwandaise, mais c'est aussi une histoire française.
Parce que si c'est une histoire rwandaise, dans le fait que le Rwanda, les Rwandais, nous l'avons vécu, mais c'est une histoire française, dans ce qu'elle révèle du fait que quand il y a dysfonctionnement dans une démocratie, tout est possible. C'est la démocratie française qui n'a pas bien fonctionné. C'est l'impossibilité entre les institutions de travailler ensemble. C'est l'impossibilité qu'une information, même quand elle est exacte, même quand elle est donnée par des personnes habilitées à le faire, comme des militaires, comme des ambassadeurs, etc., cette information n'ait pas d'impact sur les décisions. C'est un problème de la démocratie française. Et c'est quelque chose qui vous regarde. Quand le génocide a été commis, vous n'étiez pas encore né. Mais voilà, le génocide des Tutsis n'est pas comme la Shoah, comme celui des Arméniens qui se sont passés il y a très longtemps. Celui-ci, il est récent même s'il a été commis avant que vous ne soyez né, mais ça vous concerne et ça doit, comment je vais dire, vous pousser peut-être à une meilleure compréhension de la démocratie et de l'engagement, surtout quand on est intellectuel. Oui, donc on me dit que c'est bientôt la conclusion, parce qu'on doit reprendre un train pour Paris. En tout cas, nous, on a été très heureux, effectivement, d'échanger avec vous. Je crois que vraiment ce que dit Marcel Kabanda est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, une démocratie, elle vit aussi par les pouvoirs de la contradiction, c'est-à-dire les journalistes, les chercheurs qui ont été très importants. On va parler de Jean-Pierre Chrétien qui a fait des interventions et d'autres. C'est les contre-pouvoirs. Certains députés ont agi pour tenter d'alerter. Donc, et tous ces gens-là, aujourd'hui, il faut les reconnaître, il faut les réhabiliter. Effectivement, même si ils n'ont pas réussi à percer ce mur qui était un mur infranchissable du pouvoir construit en particulier à la présidence de la République. Donc je crois qu'il faut interroger les institutions, c'est votre rôle, surtout si vous êtes effectivement en droit, en sciences politiques, en histoire. C'est ça la démocratie. Et effectivement, la démocratie se doit, je veux dire, d'intervenir pour les droits humains, les États ne sont pas propriétaires de leur population, il y a des droits qui sont garantis, les droits internationaux du citoyen, que les démocraties doivent faire respecter. Et donc je terminerai ce point en vous rappelant qu'à l'automne prochain, en particulier le 9 décembre 2023, on commémorera le 75e anniversaire de la Convention du 9 décembre 1948, signée à Paris, la veille de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et effectivement, je pense que cette convention aurait dû permettre d'arrêter le génocide des Tutsis. Elle avait été faite pour ça, pour empêcher effectivement de nouveaux génocides après la Shoah. Elle n'a pas donc été opérationnelle et il faut réfléchir aujourd'hui et donc ça vous appartient aussi en tant qu'étudiant, en tant, je veux dire, que futur décideur certainement dans différents domaines, il vous appartient de réfléchir à comment doter les institutions internationales, les peuples, les sociétés de moyens d'action pour éviter effectivement un génocide. Un génocide, c'est absolument terrible pour les victimes, les survivants, mais aussi, je veux dire, l'humanité, on le voit, n'arrive pas, à surmonter et surtout à tirer, je veux dire, les enseignements nécessaires. Donc, il faut continuer à travailler et les anniversaires, comme le 75e anniversaire de la Convention, sont des moments où on peut faire entendre ces voix et notamment vos voix. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour cette conférence. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, merci beaucoup pour assister à cette conférence. C'est vraiment important pour nous de mettre en avant les différentes mémoires. Je vous rappelle quand même que sur la semaine, on en a étudié pas mal. Il reste une conférence demain sur les crimes commis en ex-Yougoslavie. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.